Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 24 février 2022, l'armée russe attaque l'Ukraine. Des centaines de milliers de personnes, notamment des femmes, des enfants, des personnes âgées, sont jetées sur les routes. C'est le point de départ du nouveau roman de Xavier Laurent Petit, une des plumes les plus saisissantes de la littérature jeunesse. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche des Maguessel. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu, cinéma et programmes d'histoire. Maïwen vous raconte Jeanne Dubarry dans les salles obscures. Emma le fera dans la petite lucarne. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Direction la Bretagne, tiens, où un étudiant en médecine a trouvé une ingénieuse idée pour financer ses études. Et puis enfin, comme tous les vendredis, on poussera la porte de la librairie de Célie. Elle aussi est une fan de Xavier Laurent Petit. Alors on vous fera une petite bibliographie, rien que pour vous. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Le conseil est signé de l'écrivaine Sylvie Dodler dans un portrait consacré voici quelques années à notre invité. Évitez, écrit-elle, de formuler une phrase du genre « L'écrivain engagé Xavier Laurent Petit s'inspire de faits d'actualité pour mettre en scène de jeunes héros dont le parcours initiatique donne à ses lecteurs matière à réfléchir et tout ira bien ». C'est un conseil sympathique, sans doute avisé, mais pas si évident que cela à suivre et ça on va le voir. Xavier Laurent Petit, bonjour. Bonjour. On a grand plaisir à vous accueillir à l'occasion de la sortie de Tout va bien. C'est votre nouveau roman dans la collection Médium de l'École des loisirs. Le premier chapitre s'intitule sobrement 24 février. Vous ne précisez pas l'année, mais c'est transparent. On est en 2022. La Russie attaque l'Ukraine. Donc déjà, ça s'inspire bien de faits réels, comme nombre de vos romans. Ça s'inspire absolument de faits réels. Voilà, ce qui n'est pas réel. Bon, moi, j'ai jamais mis les pieds en Ukraine. Donc, comme je l'ai souvent fait, je joue avec les lieux. Vous pouvez chercher tous les noms de lieux. Je l'ai fait. Voilà. Ça marche pas. Ça marche pas. Non. Pourtant, ça fait très ukrainien quand on les lit. Ça sonne ukrainien, absolument. Mais même la langue, j'ai cherché des trucs, j'ai trouvé du tchèque, et parfois vous avez joué avec... Oui, j'ai fait ce que j'aime bien faire. J'ai joué avec la réalité. Ouais. Je suis à la frontière entre le réel, je dirais presque un côté un peu journalistique que j'aime bien avoir. Et puis la fiction, quoi. Oui, allez-y. Sachant que l'idée, elle est née dans le réel, parce qu'elle naît d'une rencontre entre vous et des élèves du côté de Saint-Nazaire. Voilà. Alors j'ai eu la chance d'être invité l'année dernière au mois de mai, je crois. Donc il y a un an à peu près, à Saint-Nazaire, pour rencontrer des classes, comme ça m'arrive de le faire relativement souvent. Et puis dans ces classes, j'ai vite repéré qu'il y avait quelques gamins qui étaient un petit peu, je dirais, à côté de leur pont, quoi. Ils étaient très, très attentifs et en même temps bizarrement absents, quoi. Voilà. Et j'ai appris que c'était des jeunes Ukrainiens, dont pour certains, c'était le premier jour de classe en France. Voilà, donc ils avaient tout à apprendre, tout à découvrir. Je les ai vus finalement très très peu. Et puis la communication n'était pas facile, puisqu'on parlait aussi mal anglais les uns que les autres. Les traducteurs de téléphone, ça marche pas toujours très très bien, ça donne des résultats un peu étonnants. Donc voilà. Et puis on m'a expliqué tout un tas de choses sur les relations intéressantes entre la ville de Saint-Nazaire et l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a depuis longtemps des travailleurs ukrainiens sur les chantiers, navals. Voilà, c'est ça. Donc les familles venaient rejoindre le père qui travaillait sur le chantier, lequel père se demandait si lui-même n'allait pas repartir en Ukraine pour combattre, quoi. Donc une espèce de système d'aller-retour comme ça qui était assez fascinant et qui donnait envie de raconter des choses. Et vous partez de ce collège, et combien de temps faut-il pour que les personnages, et notamment le personnage de Nastia, la narratrice, vous viennent? Je crois que c'était dans le train du retour. Oui, c'est venu assez rapidement, je pense. Après ça, il y a tout le travail de documentation qui est plus long, mais j'aime bien ce moment où les personnages se mettent en place, où on trouve en fait une voie pour raconter les choses. Et cette voix, c'est la sienne et celle de sa famille. Donc on va pas... alors je vais vous faire un cadeau, je vais être sympa pour une fois, je ne vais pas vous raconter l'histoire en détail, parce qu'il faut vraiment le lire. En plus, ça peut se lire totalement d'un souffle. On va juste poser comme ça 2-3 bases, et notamment une qui ne crame pas trop le suspense, parce que ça arrive quand même très vite, c'est qu'avec toute sa famille, elles vont être amenées à partir, parce que chez eux, c'est bombardé. Voilà, donc ils se retrouvent avec leur immeuble bombardé, la ville bombardée, obligés de se réfugier d'abord dans un premier temps dans les couloirs du métro. Et puis à un moment où ça devient invivable et où la décision est prise de fuir, sauf qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers, peut-être plus, de personnes qui fuient. Donc c'est des embouteillages monstrueux, c'est les ponts qui ont été coupés par les bombardements. Une journée pour faire 17 km, si je me souviens bien, ou 16, j'ai plus le chiffre en tête. Mais... La fuite est en elle-même un enfer, et la poursuite de l'enfer des bombardements, en fait. Et fuite au cours de laquelle Nastia, mais sa famille aussi, sont à la fois acteurs et témoins de dilemmes moraux ou de cas de conscience, comme par exemple cette voiture qui n'a plus d'essence et que on va mettre sur le bas-côté. La maman dit à un moment au père qui les accompagne jusqu'à la frontière avant de retourner sur le front, dit en d'autres temps on les aurait aidés. Voilà. Donc à part ça, vous faites quand même un truc qui donne matière à réfléchir.
cher Xavier Laurent Petit. Oui, mais évidemment que ça donne matière à réfléchir. Mais je crois que l'essentiel, c'est de raconter. Et puis après ça, une fois que c'est... On peut le lire à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut le lire comme une simple histoire, c'est très bien, c'est fait pour ça, c'est voilà. Et puis on peut le lire en se disant tiens, mais ça me fait penser à telle ou telle chose, ça me fait réfléchir à telle ou telle chose, et c'est très bien parce que c'est aussi fait pour ça. Et vous l'écrivez quand même avant tout comme une histoire. C'est pas la première fois que vous choisissez la guerre. Alors je vais pas dire forcément comme sujet, mais au moins comme théâtre ou comme toile de fond, puisqu'il y a eu l'Irak, il y a eu l'ex-Yougoslavie, l'Algérie. Il se passe des choses. Enfin, pourquoi cet intérêt? Parce que ça fait bouger les repères, le bien, le mal. Alors, j'ai le souvenir d'une discussion avec Valérie Zenati, qui a beaucoup écrit formidable autrice, sur la guerre aussi, essentiellement en Israël. Absolument. Et elle avait fait une réponse, quelqu'un lui posait une question un peu semblable à celle-ci, et elle avait fait une réponse que j'avais trouvée extraordinaire. Elle avait dit, mais la guerre, c'est extrêmement romanesque. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que... Tolstoï vous aurait dit la même chose sans doute avec la guerre et la paix. Sans faire de comparaison stupide avec Tolstoï. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté... Je dirais révélateur des gens, quoi. C'est-à-dire que c'est paroxystique, quoi. Les salauds se révèlent encore plus salauds, les gens se découvrent des façons de faire, des façons d'être, des façons de réagir qu'ils ne soupçonnaient pas en eux. Enfin, voilà, je crois que c'est révélateur d'une certaine intimité qui est intéressante. Tout va bien, c'est le titre du nouveau roman de Xavier Laurent Petit. C'est dans la collection Médium de l'École des loisirs. En fait, tout ne va pas bien du tout, puisqu'on est en février-mars 2022 sur les routes enneigées, bombardées, défoncées de l'Ukraine en pleine offensive des orques de Vlad le Mauvais. On retrouve Xavier Laurent Petit juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Anti-Sèche consacrée aujourd'hui à Jeanne du Barry, l'ancienne favorite de Louis XV, qui fait l'objet d'un film très remarqué réalisé par Maïwenn. Il vient d'être présenté à l'ouverture du Festival de Cannes, non sans faire polémique d'ailleurs. On va laisser de côté ces aspects polémiques et se concentrer sur la personnalité absolument fascinante de cette femme, Jeanne du Barry, qui a largement influencé la cour du roi de France. On est au XVIIIe siècle. Tout à fait, et qui pourtant était loin d'être destinée à avoir ce rôle et ce pouvoir. C'est ce qui en fait un personnage fascinant. Déjà, quand on parle de la cour, il s'agit bien sûr donc là de celle de Louis XV, celui qu'on a appelé le bien-aimé, même si il l'a été de moins en moins au cours de son règne, je vous en avais déjà parlé. Et justement, une des raisons de ce désamour, c'est l'importance qu'il donne aux femmes qui l'entourent. Au moment où Louis XV rencontre Jeanne du Barry, sa favorite, Madame de Pompadour, vient de mourir, et on la critiquait déjà beaucoup pour l'influence qu'elle avait sur le roi. C'était sa favorite, mais c'était aussi sa confidente, c'était sa ministre des Beaux-Arts, et à sa mort, le roi cherche une nouvelle favorite, ce sera sa dernière, et c'est donc Jeanne du Barry qu'il choisit. Et c'est l'amour au premier regard, le coup de foudre, alors même que cette rencontre, elle a été organisée, elle n'a rien de fortuit, c'est un date tout a été planifié. Tout à fait, tout a été très planifié, même si de prime abord, rien ne destinait un jour la jeune Jeanne Bécu, de son vrai nom, à rencontrer le roi. Elle n'appartient pas du tout à la noblesse française, elle est la fille d'une couturière et d'un moine, et sa jeunesse, avant sa rencontre avec Louis XV, elle la passe dans les boutiques de mode où elle est vendeuse, et également avec beaucoup d'hommes, parce qu'elle devient prostituée. Et quand elle arrive à Versailles, le roi ne sait pas qu'elle est très connue de toute la cour, de tous les hommes de la cour. Au sens biblique du terme. Et c'est justement ce qui fait scandale. Mais oui, comment le roi peut-il tomber aussi bas? Comment peut-il choisir en favorite une prostituée? Cela choque énormément. Vous disiez que cette rencontre avait été très bien organisée. J'y reviens, parce qu'à l'époque, on ne fait pas son entrée à la cour du roi de France comme ça. Il fallait faire partie de la noblesse. Il fallait être mariée. Jeanne du Barry n'était ni l'un ni l'autre. Et donc, ils ont trouvé quoi comme subterfuge? Alors, en fait, elle est devenue comtesse du Barry en épousant le frère de son amant, le comte du Barry, et elle a fait une entrée pour le moins fracassante à Versailles, fracassante parce qu'apparemment elle était absolument incroyable, d'une beauté rare, une beauté fatale, élégante, charme naturel. Quand on écoute les historiens parler d'elle, vraiment cette image d'ange, en fait, on ne peut pas ne pas être saisi par la beauté de cette femme. Autre caractéristique qui la démarque des autres, et elle est un peu en avant-garde à ce niveau-là, c'est l'importance qu'elle accorde à ses cheveux. Des perruques immenses, très soignées, en plus de ses robes à la pointe du style. Et d'ailleurs, dans le film de Maïwenn, sa Jeanne du Barry, qu'elle incarne elle-même, est habillée par la maison Chanel avec des vêtements très extravagants et très beaux. Cette passion avec Louis XV, elle dure 5 ans. Et comme la Pompadour, la du Barry, puisqu'on l'appelle comme ça, elle est bien plus que sa maîtresse. Elle a une place très importante au sein du royaume. Exactement. C'est dans ses appartements à Versailles que sont prises beaucoup de décisions pour le royaume. Les ministres et les proches de Louis XV s'y réunissent. On appelle même ce lieu le ministère du Barry. Le roi y passe énormément de temps. Et en ce sens, elle est notamment détestée par le duc de Choiseul, le chef du gouvernement du roi. Il fait tout pour qu'elle soit chassée, chose qu'il n'arrive pas à faire. Et c'est lui
dont le roi va se débarrasser. Et c'est lui qui va chasser à Versailles à cause principalement de son animosité envers Jeanne du Barry. Il faut dire qu'elle énerve. Il n'est pas le seul à avoir une inimitié envers la comtesse du Barry. Une certaine Marie-Antoinette ne l'aime pas beaucoup non plus. Marie-Antoinette la détestait. Elle lui a d'abord... Jeanne du Barry, on ne lui a pas du tout adressé la parole. Marie-Antoinette, quand elle a appris qu'elle était prostituée, ne comprenait même pas ce qu'elle faisait à la cour. Et Jeanne, ça a été un scandale d'État. Et Jeanne du Barry en a énormément souffert. Ouais. Et à la mort de Louis XV, on est en 1774. Elle n'a que 31 ans, Jeanne du Barry. Elle quitte la cour, elle s'installe au couvent, puis au château de Louvciennes, qui est un château offert par le roi. Oui, où elle passe des jours heureux, mais la Révolution française éclate et en 1793, elle est condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire, qui lui fait non seulement un peu le procès de Louis XV, mais qui lui reproche aussi une vie de débauche et de luxure, et elle meurt guillotinée en 1793. Merci, j'aime bien, vous avez un air très contrit. Bah oui, ça se termine pas très bien. Non, la récré, ça se terminera mieux. Oui, on se retrouve belle tout à l'heure, histoire, bien sûr. Super, grand oral, Xavier Laurent-Petit. Autre conseil de Sylvie Dodelaire que je citais en début d'émission, Xavier Laurent-Petit n'est pas du genre à raconter sa vie, il n'a pas la fibre introspective comme il le dit, et le mot biographie, quand il s'applique à lui, le fait frémir. Je vais donc continuer à désobéir un petit peu, non, j'aime vivre enjoueusement. Qu'est-ce qui reste en vous quand vous écrivez de l'instit que vous avez été quand même pendant une dizaine d'années? Quand j'écris, je ne crois pas qu'il en reste grand-chose. C'est vrai. Quand je rencontre des classes... Et quand vous rencontrez les élèves, ouais, c'est ça. Là, c'est très différent. Je leur dis souvent qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être intimidant de rentrer dans une classe et d'avoir 30 paires d'yeux fixés sur le bonhomme qui vient de rentrer, avec les petits ricanements, la critique, le petit coup d'œil qui fait sourire, etc. Et vous êtes intimidé parce que vous entrez avec votre casquette d'écrivain. Quand vous étiez en style, vous n'étiez pas intimidé. Je crois que je ne suis plus intimidé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intimidés par ces regards, par ces réactions. Et donc ça, je crois que le fait d'avoir été un type il y a longtemps maintenant quand même, m'aide beaucoup dans ces moments-là. Voilà. Quand j'écris, j'ai pas l'impression que ça joue énormément. Et l'ancien cancre que vous fûtes? Ah, l'ancien cancre que je fus, c'est vrai. Sur School TV, je suis obligé de poser la question, ça va rassurer plein de gens, des parents, des enseignants. Alors, je crois que jusqu'à la 4e, c'est ça, hein, ça se passe pas bien? J'ai été une catastrophe scolaire jusqu'à ma première 4e. Ce qui laisse supposer que j'ai eu le plaisir et la de redoubler, qu'il y en a eu une deuxième. Deuxième, quatrième. Et puis là, je ne saurais pas dire ce qui s'est passé. Ah si, vous allez nous raconter quand même. Non, mais j'ai eu l'impression que, un peu comme si quelqu'un allumait la lumière, quoi. Tout d'un coup, j'ai compris ce qu'on attendait de moi. Alors ça, je crois que c'est lié quand même à un certain nombre d'enseignants. Je ne dis pas ça pour les flatter et les brosser dans le sens du poil. Vous vous souvenez de leur nom? On va voir, c'est le test. Ah oui. Alors la première enseignante, elle n'a aucun rapport avec la quatrième. C'est la première qui m'a marqué, c'est Madame de la Lune, dont je ne sais pas comment s'écrit le nom, toujours aujourd'hui, en plusieurs mots, en un seul mot, je ne sais pas, qui était ma maîtresse de... Alors aujourd'hui, on dirait CE2, mais là, à l'époque... On disait comment? Je vais traduire. On disait 7e, non, 8e, 9e, CE2. Voilà. Maîtresse de 9e, CE2. Qui tous les soirs, avant la sortie, un quart d'heure avant la sortie, nous faisait ranger nos affaires. Et on avait un quart d'heure de lecture. C'est pas vrai. Voilà, on avait et vous savez qu'à votre place, même la semaine dernière, cette femme-là... Et ça, la lecture, c'est un fil qui ne vous a absolument jamais quitté, parce que chez vous, il y avait des centaines de livres, peut-être des milliers même, je crois, pas beaucoup. Effectivement, j'ai eu la chance de naître dans une famille qui lisait. Voilà, mais Madame de la Lune, ça a été le déclencheur, je crois. Voilà, moi j'ai le souvenir du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Et vous savez qu'à votre place, il y avait le recteur de l'Académie de Rennes la semaine dernière, Emmanuel Letis, qui lui a développé ce fameux quart d'heure de lecture, dont vous avez peut-être entendu parler, dans toute l'Académie de Rennes, à je ne sais plus quelle heure, 13h51, je crois, tous les vendredis, tout le monde, mais y compris enfin, tous les élèves évidemment, mais les enseignants, la cantinière, le concierge, on s'arrête pour lire un quart d'heure. Donc Madame de la Lune, hommage à Madame de la Lune. Absolument, voilà. Génial. Et puis, on vous a récité aussi, ai-je lu, des passages entiers d'Athalie. Ah oui, alors moi j'ai... Vous en souvenez encore des passages? Ah oui, c'était pendant l'heure d'une profonde nuit. Ma mère Isabelle devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort, pompeusement fardée. C'est pas pareil. Moi je m'étais fait une anti-sèche. Ça vous a marqué, c'était il y a quelques années. Ah bah oui. Alors moi il se trouve que je suis un élève de jésuite. Ouais. Et voilà, Saint-Louis de Gonzague, Franklin. Saint-Louis de Gonzague, absolument, Franklin. Et il y avait cette tradition encore d'apprendre des textes classiques par cœur, mais on s'en prenait quelques vers quand même, hein, c'était long. Et il y avait des espèces de concours au sein de la classe, c'est-à-dire... Des légions, vous organisiez, ai-je lu? Voilà, c'est ça, il y avait des espèces de concours. C'est un peu militaire, votre truc, ça, c'était l'organisation jésuite. C'est les jésuites, ouais. Mais il y avait des espèces de concours, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de la classe qui commençait à réciter, par exemple, Athalie. Ouais. Et puis à un moment, le prof disait, allez, on passe aux autres, toc, il fallait enchaîner. Enfin, oui, c'était...
Très bon pour la mémoire, tout ça. Voilà. Et vous devenez super bon élève, très bon en sciences, mais le bac arrivant, vous dites, vous envoyez balader tout ça en disant non, mais moi, c'est la littérature. Oui, je dis pas ça vraiment. En fait, je crois que j'ai la chance ou le défaut, je n'arrive pas à savoir toujours aujourd'hui ce qu'il faut dire, Ça peut être les deux à la fois. de m'intéresser à tout un tas de trucs. Donc, je m'intéresse aussi bien à la littérature qu'à l'astronomie, les insectes, la poésie. Enfin, voilà. Donc, il y a ce côté un peu multicarte que je trouve intéressant. Que je retrouve chez des gens que j'aime lire aujourd'hui. Je pense, là, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps le dernier bouquin d'Étienne Klein. On retrouve ce côté un peu fourre-tout, fourrageur, genre on mélange les gens. Oui, puis ce côté l'honnête homme du XVIIIe siècle qui s'intéresse un peu à tout, le côté encyclopédiste. C'est un peu flatteur, mais enfin, oui. On peut vous flatter 3 secondes quand même, c'est possible. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de curiosité tout azimut qui me tient beaucoup. Et un livre qui vous donne envie de lire, Le Roi des Aulnes, Michel Tournier. Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, conseillé par un autre professeur qui m'a marqué, Monsieur Pifteau, professeur de français en classe de première. Voilà, qui nous conseille. Alors, je pense que ça correspondait plus ou moins à l'année de sortie du Roi des Aulnes. Voilà, et je suis tombé dans les années 70. Oui, voilà. Quelque part par là. Et je suis tombé en admiration devant ce livre, devant cette espèce de puissance du récit, devant là aussi ce côté multidirectionnel en fait de l'histoire. Michel Tournier qui disait, et ça c'est vous qui le citez, une œuvre ne peut aller à un jeune public que si elle est parfaite, ce que j'ai trouvé un peu écrasant comme phrase. Si vous voulez bien, vous nous direz comment vous la comprenez, mais pour l'instant on va se faire une petite récréation et on retrouve Tout va bien, et Tout va bien c'est le livre, hein, Tout va bien, mais Tout va bien ici sur ce plateau aussi. Le dernier livre de Xavier Laurent-Petit à l'École des loisirs, c'est juste après la récré. Emma. Rebonjour Emma. Rebonjour Emmanuel. Dans l'heure de la récré, vous nous emmenez aujourd'hui en Bretagne, à la rencontre d'un jeune étudiant en médecine, Léonard. Ouais. Léonard Farcy, 23 ans. Et la Bretagne, ça l'a gagné il y a très très longtemps apparemment. Alors il habite à l'année en Essonne, mais il est toujours venu passer ses étés en Bretagne, au Cap Fréhel, là où vit une partie de sa famille. Il adore cet endroit et il en est certain, c'est là-bas qu'il veut vivre plus tard. Il est donc allé voir le maire de Plévenant pour lui proposer un marché assez étonnant. Vous financez mes études de médecine en région parisienne. Et je viens m'installer comme médecin généraliste dans le village pendant minimum 7 ans. Donc il a eu l'idée, parce que le coût de la vie et de ses déplacements en Ile-de-France devenait difficilement supportable financièrement. Et ce, malgré sa bourse. Il a donc passé ce marché avec le maire qui a bien sûr accepté. Une idée d'ailleurs qui commence à faire son chemin dans plusieurs autres communes de France. Mais on a le droit de faire par ça, parce qu'il y a des zones en tension. On en parle régulièrement, fragiles. on manque beaucoup de médecins généralistes. Bah oui, celle où il y a très peu de médecins, voire pas du tout. C'est le cas à Plévenant, par exemple. Les collectivités territoriales peuvent donc apporter une aide financière pour inciter les jeunes médecins à s'installer dans ces communes, parce que les déserts médicaux en France ont atteint un niveau très inquiétant. Et à l'exception des grandes métropoles, la disparité géographique est criante dans toute la France, donc en particulier dans les zones rurales. Donc, chouette initiative. Et dans quelques années, Plévenant aura son généraliste. Exactement. Le jeune et lui, il sait qu'il veut vivre là-bas. Il adore Dr. la Bretagne. Donc, génial. Ouais, bon deal. Voilà. Chouette. Ouais. Ça se finit mieux, votre histoire. Vous voyez quand vous voulez. Grand oral, Xavier Laurent-Petit. Si vous êtes comme moi, mais aussi comme Célie, elle vous le dira tout à l'heure, notre chroniqueuse et libraire, eh bien vous le lirez d'une traite, le nouveau roman de Xavier Laurent-Petit. Les personnages sont comme toujours merveilleusement incarnés. L'écriture est à la fois sèche, précise, rapide. Ça fait un peu penser aux nouvelles de Raymond Carver par moment, mais en même temps, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'humanité. Ça allait ? La comparaison avec Raymond Carver, oui, c'est un petit peu trop, mais... Non, arrêtez maintenant. Bon, Tournier, quand il dit une œuvre ne peut pas aller à un jeune public, que si elle est parfaite. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est plus compliqué que pour qu'un lecteur plus âgé ? Moi, il me semble... responsabilité de l'auteur ? Il me semble que c'est peut-être plus compliqué de réussir à capter l'attention sur la longueur, sur la durée. C'est-à-dire qu'il faut... Alors, je sais pas comment travailler Tournier. C'est quelqu'un que je regrette. J'aurais adoré le connaître réellement. On s'est croisés juste sur un salon, un petit sourire comme ça. Puis ça n'a pas été plus loin. Je regrette un peu. Mais je pense qu'il y a ce côté... Quand je travaille sur un texte, j'essaie de retirer tout ce qui est inutile. C'est-à-dire c'est pour ça que je pensais à Carver, si je puis me permettre. Voilà, donc je retire beaucoup l'idée étant que les mots mettent en route ce que j'appelle le petit cinéma intérieur des lecteurs. C'est-à-dire qu'il faut juste qu'ils
faut juste qu'il y ait le nombre de mots suffisant pour que l'imaginaire des lecteurs se mette en route. Et si on a trop, on l'écrase. Si on a trop, on l'écrase. Ouais, si on n'a pas vrai. assez, ça démarre pas. Voilà, donc je pense que, dans mon idée, C'est un peu à ça que ça fait référence. Et d'ailleurs, Tournier préférait sa version où il a écrit Le Roi des Eaux. Il a écrit Non, le vendredi, ou les Lames du Pacifique. Ouais. puis Vendredi ou La Vie sauvage. Ouais. Vendredi ou Les Lames du Pacifique. C'est pour les enfants. Non, c'est le contraire. Ah, c'est le contraire. le côté C'est Vendredi ou La Vie adulte. sauvage qui est pour les jeunes. Vendredi et La Vie C'est sauvage ça. qui est pour les jeunes. Et quand il en parlait, il disait que ce qu'il fallait lire, c'était Vendredi et La Vie sauvage. Et que Les Lames du Pacifique, c'était jamais que le brouillon de La Vie sauvage. Extraordinaire. Hein. Ouais, je ne connaissais pas l'anecdote. Ouais. Hein. Je reviens aux étiquettes que vous n'aimez pas, parce que c'est un petit peu le fil conducteur de cet entretien. Oui. Le mot engagé, bof. Alors même qu'il y a quand Ouais. même des valeurs dans tout ce que vous racontez. Oui, mais alors c'est pas pareil quand on parle de valeur et d'engagement. L'engagement, je trouve qu'il y a un côté, collectif, il y a un côté pris par un mouvement dont on ne peut pas se sortir. D'accord. Voilà. Et moi, je rentre pas du tout là-dedans, quoi. Je crois que je suis trop indépendant pour ça. Donc, je veux bien. Il y a un mot que je préfère à engager, c'est concerner. Concerné, on est au centre. On n'est pas en dehors, on n'est pas neutre. Voilà. Et puis, c'est un petit peu comme des ondes qui nous atteignent. On dit, tiens, mais ça, il y a quelque chose à faire avec ça, il y a quelque chose d'intéressant à raconter, il y a peut-être la possibilité de faire une histoire à partir de ce que j'entends. Il y a plein de fils que vous tirez dans votre œuvre. On va en parler de votre œuvre en général avec Célie dans quelques instants. Dans Tout va bien. Alors j'ai cru repérer quand même, donc il y a Colette qui est dédicataire du livre, qui va sur ses 100 ans. Donc on se dit qu'elle a peut-être un peu inspiré la babouchka du bouquin. Absolument. Elle Elle a même même dépassé ses 100 ans, Colette. Mais il y avait Millet aussi. Vous aimez bien les vieilles dames un peu... Elle est un peu à l'ouest. Ouais. Mais Vous avez quelque chose avec les grands-mères à l'ouest. Moi, j'aime bien mettre des personnages âgés dans mes histoires. Voilà, ils sont porteurs d'une histoire, précisément la leur, qui apporte quelque chose, qui apporte une espèce d'épaisseur d'humus, de terreau au présent, en fait. Et j'aime bien ce côté-là. Et autre dédicataire, Manon et sa contrebasse. Oui. Et en dessous, il y a écrit les Nebraska Jones. Donc je suis allé voir sur Internet. Donc en Oui. fait, les Nebraska Jones, c'est un duo. C'est un duo de deux filles, Mélanie... Dont une qui est la vôtre. En fait. Dont l'une est la mienne, voilà, donc je commence par l'autre quand même. Donc Mélanie qui joue du violoncelle, de la guitare, etc., et Manon qui est ma fille et qui est contrebassiste. Et qui, pour rien au monde, Voilà. comme le personnage féminin, comme la maman de Nastia, n'abandonnerait sa contrebasse même pour fuir un pays en guerre. Voilà, et cet instrument gigantesque. Ouais. Alors, je précise par exemple que Manon n'a pas de permis de conduire. Donc quand on joue de la flûte traversière, ça passe. Quand on joue de la contrebasse, ça complique un petit peu la vie, quoi. Voilà, et dans Tout va bien, la mère de Nastia est contrebassiste. C'est ça. Le père est pianiste. Bon, mais de toute façon, il va revenir, le père. Donc, Voilà, se battre. embarquer un piano sur le dos, c'est un peu compliqué Ouais. quand même. Mais la contrebasse, c'est possible. Et c'est du non négociable. C'est un instrument monstrueux, c'est pas négociable. Voilà, elle quitte le pays, mais avec sa contrebasse. Et ça amène, on l'aura compris, quand même au lecteur, des petits moments aussi cocasses. Et des moments beaux, il y a quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de vos livres, c'est le rôle de la musique. Vous aviez même écrit Baestro, qui parlait vraiment spécifiquement beaucoup de la musique. Mais là, il y a un très beau moment de rencontre, où à un moment donné, des jeunes gens disent à cette mère et à sa contrebasse, tant qu'à avoir trimballé ta contrebasse, sors là et faisons de la musique, quoi. Faisons de la musique ensemble, voilà. Oui, c'est un moment c'est un moment je dirais, de chaleur et de création au milieu d'une espèce Au milieu de l'enfer, pour dire les choses. monstruosité Ouais, c'est ça. infernale. Tout est en ruine, mais il y a la musique qui reste. Et ça vous parle à vous aussi. Ah oui, beaucoup. Toujours beaucoup. grand fan de musique. Le grand-père de ma femme qui a fait la guerre de 14, pas ma femme, mais le grand-père, était musicien, était violoniste. Et comme tous les violonistes, comme tous les musiciens qui étaient au front, ils étaient en même temps brancardiers. C'est-à-dire quand ils faisaient pas de la musique à l'arrière pour les officiers, ils allaient ramasser les morceaux des autres sur le front, quoi. Et on a retrouvé ces carnets de guerre et c'est très émouvant quand ils racontent cette espèce de balancement perpétuel entre la musique, en musique classique, on devine ça, réception d'officiers, et puis le Et puis aller au bombardement front. et le vacarme du front, quoi. Voilà, il y a quelque chose de très intriguant là. On retrouve des traces de tout ça dont Tout va bien. Et donc, je vous le redis, tout va pas très bien. Mais c'est devenu un code maintenant avec Céline. On se dit TVB, qui est les 3 lettres qui arrivent à s'envoyer les gens qui sont dans le front et qui souffrent. On va pousser les portes de la librairie avec vous. Vous voulez bien? Ah bah, avec Super. plaisir. Emma, merci beaucoup. Merci. Célie. Et comme tous les vendredis, on pousse les portes de la librairie de Célie.
Bonjour Emmanuel. Bonjour Célie. Bonjour. Toute contente, hein? Oui, ravie. Émue, ravie, tout. Grande fan de Xavier Laurent Petit qui m'a dit aujourd'hui on va faire une spéciale Xavier Laurent Petit puisqu'il est là et qu'on adore absolument ce qu'il fait. Vous avez choisi 2 romans, il fallait le faire quand même d'aller en choisir 2. Donc pas Maestro, pas Bicef, on en a déjà parlé, ils sont formidables. Le fils de l'Oursari. Pourquoi vous avez choisi ces 2-là? Donc il y a Mon petit cœur imbécile et La forêt des nuages. Et parce que j'en ai beaucoup parlé ces dernières semaines avec beaucoup de jeunes lecteurs et c'est peut-être quand même pour eux que je travaille le plus. Mon objectif, c'est vraiment de proposer, comme beaucoup de libraires, pas n'importe quel livre, c'est le livre qui va correspondre à tel moment, à tel enfant, parce qu'il faut que la lecture, ça reste un plaisir, et vous le faites très bien, notamment avec Mon petit cœur imbécile. Que voici, collection 9. Alors Medium, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, c'est plutôt pour les ados. Pour les ados. Donc tout va bien, dont on a parlé. Là, on est, comme son nom l'indique... À partir de 9 ans, après, tout dépend. Moi, j'ai des parents qui l'ont raconté à des enfants en le lisant tous les soirs. Ils avaient 7-8 ans. Parce que là, on part en Afrique avec Sisanda. Et Sisanda, tous les jours, elle écoute son cœur, tout doux, tout doux. Tout doux, parce qu'elle a une maladie rare, une maladie qu'il faudrait opérer. Le médecin le dit, elle a beaucoup de chance, car elle est encore vivante, et surtout elle a énormément de chance qu'elle a Maswala comme maman une maman incroyable, extraordinaire, une maman antilope qui pourrait justement, pour sa fille, gagner un marathon et surtout payer l'opération. Et ça, comme vous l'avez dit, il y a eu un fait divers qui a fait une étincelle. Une étincelle, c'est cette fermière en Afrique. Voilà, qui s'appelait Tchemokil Chilapong, qui s'appelle toujours Tchemokil Chilapong, qui a couru un marathon, alors qui n'était pas marathonienne, qui était fermière, ce que vous venez de dire, voilà, et qui a appris que le marathon de Nairobi offrait une prime très importante au premier d'un marathon. Et cette femme, elle avait passé sa vie à courir derrière ses bêtes, donc depuis qu'elle était haute comme 3 pommes, elle savait ce que c'était que courir. Et elle avait besoin d'argent pour payer, entre autres, les études de ses enfants. Extraordinaire. Elle l'a fait et elle a gagné. C'est ça. Et ça c'est une très belle Mon histoire. petit cœur imbécile. Vous me refaites Toudoum. Toudoum. Là, et alors là, de l'amour, toujours. La forêt des nuages, histoire naturelle illustrée par Amandine Delaunay. Toujours dans la collection 9. Exactement. Alors, on part en Bolivie avec Nanda. Et Nanda, sa maman, elle est grenouillologue. Elle s'occupe des grenouilles. J'avais compris. Et grenouillologue. Oui, mais moi, je reprends pas le mot. Vous le dites, en plus, Herpétologue. Herpétologue, voilà, les animaux à sang froid, mais exactement. à l'intérieur des gens qui se spécialisent. Grenouillologue, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mais moi, j'aime beaucoup grenouillologue. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. En tout cas, c'est parlant. Et dans les grenouilles, il y a Roméo. Et il est mignon, Roméo, c'est le chouchou de Nanda. Et elle va persuader sa maman, grâce à son ami, mais ça, je le dis pas. Et ils vont aller en pleine forêt bolivienne pour aller trouver une Juliette de Roméo afin que l'espèce ne s'éteigne pas. Car l'espace est menacé. Ouais. Et ça, c'est votre dernière collection en cours, les histoires naturelles. Les histoires naturelles, voilà. Oui, avec toujours un enfant, un animal, un événement climatique. Ça se dévore. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est vraiment... Elle les vend bien, vos bouquins d'enfants. oui, C'est émouvant, non? La libraire à l'œuvre. Le Roméo, il existe réellement. La petite grenouille, il existe réellement. Oui. Voilà. Parce que dans les histoires naturelles, là aussi, à chaque fois, il y a une base. C'est ancré dans la réalité. Voilà, c'est ça. On a fait un duo. C'est toujours... Génial. Un mot sur Tout va bien. On va essayer d'en parler depuis le début de l'émission. C'est ça. Moi, je vais citer... On partage en commun le fait de l'avoir lu d'une traite. D'une traite, oui. Alors, j'ai l'impression que vous l'avez écrit d'une traite parce que nous, on le lit d'une traite. Moi, je ne peux pas le lâcher, moi. C'est vrai que je l'écris bien plus vite que ce que je fais habituellement. Oui. Voilà. Oui. Il y a une espèce d'urgence d'urgence, à le faire. C'était et ça sort tout seul. Et moi, je terminerai en citant justement Adèle, une fan de vos romans à la librairie. Et je l'ai appelée quand le livre est sorti. Et elle est arrivée. Je lui dis, Adèle, est-ce que je pitch le roman? C'est pas la peine. C'est pas la peine. Et effectivement, c'est un coup de cœur avec plein de questions des enfants. Et quand bien même il n'y a pas de réponse, c'est pas grave. C'est pas grave parce que la réponse, elle se fait au fur et à mesure. Oui, voilà la réponse. Surtout que généralement, il n'y a pas une réponse, il y a plein de réponses possibles. Donc voilà, faut laisser les réponses de côté. Exactement. Et se questionner. Génial. Merci beaucoup. Merci pour cette sélection. Vous pouvez lire évidemment les œuvres complètes de Xavier Laurent Petit, mais en particulier ceci. Xavier Laurent, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne. De votre à une prochaine. Maintenant, c'est un plaisir, et comme toujours, de retrouver également Célie et toute l'équipe que je remercie au maquillage Colline Hamel, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée aujourd'hui en régie par Emma Frari, Saïd Mamou pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.